Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. MOE, 100% hip-hop et street art, parce que les révolutions et la résistance s'écrivent aussi en chansons et sur les murs. Partis du Bronx il y a 40 ans, les arts de rue et le rap ont envahi les capitales arabes et leurs faubourgs. De Beyrouth à Tunis, en passant par Alger, Rabat ou encore Gaza, ils sont devenus de véritables espaces de création et d'expression sociale et politique. 4 invités avec nous aujourd'hui sur le plateau de MOE sur TV5 Monde. Aurélie Clemente Ruiz, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes la commissaire de l'exposition hip-hop du Bronx aux rues arabes. C'est à l'Institut du monde arabe du 28 avril au 26 juillet. Exposition qui a pour parrain le rappeur français du groupe marseillais Ayam Akhenaton. Avec nous également le jeune graffeur libanais Yazan Halwani. Bienvenue, merci d'être avec nous. Yazan, vous participez à cette exposition, tout comme à vos côtés Ludo, tout comme d'abord à vos côtés Nacio. Merci d'être avec nous Nacio, vous êtes artiste peintre, vous êtes également illustrateur. Et donc Ludo avec nous également, Ludo Montenat du groupe Jacques Original, intarissable conteur du hip-hop hors frontières. Vous collectionnez les Ghetto Blasters customisés, vous nous en avez apporté un sur le plateau, on va en parler, vous transformez ces postes, vous leur donnez une seconde vie. Aurélie Clemente Ruiz, commissaire donc de cette exposition. Alors, de deux choses une, est-ce que vous institutionnalisez la contre-culture ou alors est-ce que c'est l'Institut du monde arabe qui devient rebelle? Peut-être les deux à la fois. On trouvait ça très important de pouvoir mettre en valeur la culture hip-hop, qui a effectivement pendant très longtemps été considérée un peu comme underground, en marge, et qui aujourd'hui l'est moins, parce qu'elle est quand même diffusée, alors non seulement en France, vous disiez elle est née aux États-Unis, aujourd'hui elle est présente partout dans le monde arabe et à travers le monde, et c'était important aujourd'hui de à la fois faire un bilan de cette culture et de montrer qu'elle est aussi toujours extrêmement vivante, extrêmement riche et dynamique, et que finalement le monde arabe y a toute sa place aussi. Et Yazan, il me semble que c'est la première fois que vous exposez en Europe, en tout cas. Comment ça se passe pour l'instant ? La première fois en France, oui. Ça se passe très bien. J'ai beaucoup aimé le travail avec l'Institut du monde arabe et aussi Paris, c'est très beau, donc c'est super intéressant d'être dans ce contexte-là. Et avec la culture hip-hop, c'est très cool, en gros. Comment est née cette passion pour le graffiti ? Très honnêtement, c'était en écoutant du rap français, bien que c'est ma deuxième fois que je viens en France. J'écoutais beaucoup de rap français quand j'étais plus jeune à Beyrouth et on faisait souvent référence à cet art qui est le graffiti. Au début, j'ai commencé en tant que, si tu veux un peu copier les pratiques du graffiti qu'on retrouve aux États-Unis ou en Europe. Après, je me suis approprié un peu plus ça en utilisant la calligraphie comme un moyen de faire du street art et changer ça un peu. Et les groupes de rap que vous écoutiez, quels étaient-ils? On a parlé d'Ayam, Marseille. Voilà. On aime beaucoup Marseille au Liban et à Beyrouth. Alors l'aventure du hip-hop, en tout cas qu'il s'agisse du rap ou du street art, s'est beaucoup développée dans le monde grâce au Ghetto Blaster, le fameux poste, cette image du rappeur qui break à côté de son engin a fait le tour du monde. Ludo, comment est née cette passion précise pour les Ghetto Blasters et l'idée donc de collectionner cet objet culte? Alors moi, ma rencontre avec le mouvement hip-hop s'est faite en 1984. Donc les Ghetto Blasters étaient déjà présents. Et j'étais jeune, mais tout de suite, je voyais à travers plein de choses que c'était un objet magnifique et qui participait, pas simplement un symbole, mais qui a participé pour enregistrer les rappeurs à la maison et les danseurs à pouvoir sortir la musique à l'extérieur et pouvoir s'entraîner comme il se devait. Donc effectivement, j'ai vu ça très tôt. Et je suis revenu des années après sur effectivement l'envie de construire une collection. Mais on a le sentiment que cette collection, justement, elle vous permet à vous, elle permet que la flamme ne s'éteigne jamais pour vous. Votre vie se confond avec le hip-hop. Oui, bien sûr, bien sûr. Je n'ai jamais quitté le hip-hop, entre guillemets. Il a toujours été proche de moi. Et là, j'ai voulu revenir avec quelque chose de précis pour aussi transmettre aux jeunes générations parce que le Ghetto Blaster, il y a beaucoup de gens, ça parle pas, donc il faut que... justement, d'ailleurs, c'est l'ère du tout numérique, du tout petit, on ne va pas citer de marque, mais tout est aujourd'hui sur des tablettes, sur des téléphones. C'est peut-être aussi vous un message C'est un message à transmettre aux plus jeunes générations qui font le hip-hop maintenant, puisqu'il a bien évolué. Le son n'était pas moins bon.
C'était bien différent. C'était bien différent. Nacio, vous êtes présent dans le monde du graffiti depuis le début des années 1990. Vous avez été très actif, notamment sur les toits de Paris. Vous avez exercé une réelle influence dans le street art, les arts de rue. Qu'est-ce qui vous fascine dans cette discipline ? C'est la possibilité de s'exprimer en grand. Pour moi, mon atelier, finalement, c'est la ville. Donc, la ville de Paris, pour moi, était un atelier privilégié parce que c'est une très jolie ville. Et puis, la vue des toits, c'est juste magnifique. C'est, là, une fois de plus, la liberté, le fait d'avoir une vue, des perspectives. Et voilà, donc, même dernièrement, ce que je faisais, c'était de prendre des toiles et de les coller dans des rues et de peindre et le mur et la toile et puis de repartir avec ma toile pour le ramener dans mon petit atelier. Mais ce qui me fascine dans le graffiti, tout simplement, c'est le fait de pouvoir s'exprimer en grand avec de la couleur et de dessiner. Moi, j'ai toujours dessiné depuis tout petit. Et voilà, donc c'était naturel que j'utilise à un moment ces outils-là qui me permettent de faire des choses en grand, quoi. On va comparer tout à l'heure le street art, les arts de rue, le hip-hop et le rap des deux côtés de la Méditerranée pour voir quelles ont été les évolutions au cours des dernières décennies. Mais tout à l'heure, je disais à Aurélie Clemente-Ruiz, est-ce que, avec le sourire, il n'y a pas une institutionnalisation? Vous, aujourd'hui, vous devez quand même sourire. On voit quand même une reconnaissance aujourd'hui pour ces arts de rue. Ça n'a quand même pas toujours été le cas. Vous avez peut-être vécu des courses-poursuites avec la police, non? Ouais, quelques-unes, hein, pas mal. En fait, ce qui se passe, c'est que je ne veux pas rentrer dans une polémique, mais il y a effectivement le street art et le graffiti art. Moi, je suis un graffiti artiste. Je pense que ce qui est mis en avant, c'est plus ce qu'on appelle, entre guillemets, le street art. Qui est pour moi un peu différent du graffiti qui est dans le hip-hop, qui appartient à des codes, à des choses, un courant, à des choses qui communiquent les unes avec les autres. Je parle des disciplines comme le rap, le scratch, le break et le graffiti. Ce sont des choses qui sont liées. Un petit exemple, les lettres qu'on fait ressemblent des fois à des positions de breakdance, quoi. Donc, bon, ça c'est un des exemples. Mais alors que le street art, ce que j'appelle le street art comme ça, c'est plus une expression dans la ville. D'investir en fait la ville comme un théâtre d'expression et artistique. Mais hors des codes du graffiti art. Donc voilà, c'est juste la petite nuance. Et c'est vrai que ce qui est médiatisé, c'est plus ça. Le pochoir, le fait de coller du carrelage, etc. C'est très bien, mais c'est un peu différent du graffiti art, je pense. Alors Aurélie Clemente-Ruiz et vous trois également qui participez à cette exposition, on va en donner un avant-goût à nos téléspectateurs. Je rappelle que ce sera donc du 28 avril au 26 juillet à l'Institut du Monde Arabe à Paris. On pourra bien entendu découvrir les Ghetto Blasters notamment et vos œuvres également à vous. Alors visite guidée avec Pascal Achard et Richard Montrobert. C'est plus que de la musique, c'est du... Ouais, de la... Pour moi, le hip-hop, c'est avant tout un état d'esprit, un art de vivre. On fait des toiles, on fait des murs, on fait des textes, on fait des scratchs, on fait des sons. Akhenaton, du groupe de rap français Mythique IAM, en maître de cérémonie de cette exposition hip-hop. 40 ans d'histoire qui continue de s'écrire, un chantier pharaonique. On a vraiment en fait une histoire qui part du Bronx, qui passe par la France et qui se réinvente dans le monde arabe, tout simplement parce qu'on a un lien notamment avec le rap engagé, les mouvements de jeunesse, la contestation et aussi un intérêt particulier avec une culture complètement hybride qui s'acculture en fait et qui se réinvente. Il y a autant de hip-hop qu'il y a d'acteurs et en même temps ils répondent tous aux mêmes valeurs fondamentales en fait qui sont la performance, la forme, le droit à la parole et à l'expression libre. Des racines afro-américaines à l'éclosion dans la France des années 80 jusqu'au premier pas de danse dans le monde arabe. La première implantation en fait du mouvement hip-hop se fait essentiellement par la danse. C'est extrêmement facile de se mettre à danser, ça ne nécessite pas la composition d'un studio, l'achat de vinyle ou autre. On a son corps et soi-même. Donc par l'importation après de musique pour pouvoir danser, et après aussi par la composition de musique qui retranscrit un univers culturel par le biais de la langue, mais aussi en fait de la bibliothèque familiale.
Archives musicales, mais aussi œuvres d'art créées à même les murs de l'Institut du monde arabe, dessinent les contours d'un mouvement qui, dans certains pays, reste tout jeune. Peut-être 5 jusqu'à 10 ans maximum qu'il y a eu les premières pièces de street art à Beyrouth. Et ce n'est pas vraiment associé à du vandalisme parce que, si tu veux, le street art est en train de rajeunir la ville et de lui donner une nouvelle couche de peinture qui lui est propre. Il est en train de remplacer les images, des images politiques de certains ex-milices de la guerre civile libanaise et aussi pour recouvrir des murs qui sont remplis d'obus ou d'éclats d'obus. L'esthétisme, valeur importante pour ces artistes soucieux d'élargir les horizons. Graffeurs, musiciens, DJ, danseurs, engagés, contestataires, mais aussi festifs, avides de s'épanouir, de s'exprimer en toute liberté. Et avec nous, dans MOE, Yazan. Alors pour les graffeurs, vous venez de le dire, les supports, on a presque envie de dire, hélas, ne manquent pas à Beyrouth. Il y a eu la guerre civile, il y a eu des guerres successives dans votre pays. On a presque envie de vous dire que vous, les artistes, quelque part, vous participez à la reconstruction de la capitale libanaise. Voilà, c'est vrai. Et le truc, c'est que dans ce que je fais, comme j'ai dit dans l'interview, dans la question qu'on m'a posée, c'est qu'on est en train de recouvrir ou donner une nouvelle couche à cette ville-là. Surtout qu'après la guerre, il n'y a peut-être pas eu un effort très fort pour créer des infrastructures culturelles. Donc, il n'y a toujours pas eu ça. Et donc, c'est pour ça, moi, j'utilise les murs comme moyen d'exposer, si tu veux, la culture arabe ou libanaise pour tout le monde. Et donc, voilà l'idée. Alors, il suffit de se promener quelque peu dans Beyrouth pour voir ces portraits gigantistes de dirigeants politiques, qu'il s'agisse des Hariri ou de Nasrallah. Vous avez choisi, ça a beaucoup fait parler d'ailleurs récemment, de rendre hommage à Fayrouz, grande chanteuse qui appartient au patrimoine culturel libanais et bien au-delà, au monde arabe. Pourquoi ce choix ? Le truc, comme tu l'as très bien dit, c'est que parfois, dans la culture à Beyrouth, elle est polarisée par certaines figures politiques qui sont très présentes dans ce que j'appelle le urban landscape, l'architecture de la ville. Oui. Et donc, ils sont très, très présents. Et donc, je pense que les habitants, à force de voir leurs portraits, ils ont un certain feeling que ces personnes-là vraiment contrôlent complètement le pays. Alors que ce n'est pas vrai, c'est juste par cette présence qu'ils le font. Et donc, j'ai voulu le remplacer par des figures qui font l'unanimité à Beyrouth et dans le monde arabe, que ce soit Fayrouz, que ce soit Mahmoud Darwish, que ce soit des habitants de Beyrouth, de la ville dont j'ai des photos. Je l'ai peint en grand pour dire aux gens la ville n'est pas à certains partis politiques, c'est aux habitants de Beyrouth et à tout le monde. Rassembler et ne pas diviser. Aurélie Clément-Ruiz, on voit à l'Institut du monde arabe cette magnifique fresque d'El Cid, qui a déjà été l'un de nos invités dans Maghreb Orient Express. Tout comme lui, les jeunes générations puisent dans le graphe, dans la calligraphie arabe, traditionnelle et moderne, et puis dans le graffiti beaucoup plus urbain et moderne. Est-ce que c'est aussi cette émulsion, vous, d'un point de vue artistique, que vous essayez de rendre aujourd'hui ? C'est un mélange de tout ça. Ce qui nous intéressait dans l'exposition hip-hop, c'est aussi, comme le disait Nacio, de faire un petit peu la différence entre ce qu'on appelle aujourd'hui, de façon très large, le street art, et puis ce qui est plus lié réellement au hip-hop à travers le graphe et dans le monde arabe, ce lien très étroit avec effectivement la culture arabe, la calligraphie qui est extrêmement présente pour beaucoup de ces artistes et qui passe toujours par un message très esthétique, très esthétisant même dans la forme. Et la dernière œuvre de l'exposition est pour moi un peu symbolique puisqu'on a demandé à Yazan de créer une œuvre in situ avec John Wan, qui est un graffeur historique américain, mais implanté en France depuis le milieu des années 80. Donc on a vraiment finalement toute l'exposition qui peut être résumée sur cette œuvre, puisqu'on a de la jeune génération avec un des pionniers et cette ouverture géographique qui ne cloisonne pas le monde arabe. Et c'est ça, je crois, qui est très important dans la culture hip-hop. C'est que c'est une culture universelle et qu'on veut dépasser les frontières, qu'on ne veut surtout pas raconter cette culture-là en disant on est à l'Institut du monde arabe, on va parler du hip-hop arabe. Ouais. Non, on parle du hip-hop et du hip-hop arabe, mais dans une perspective beaucoup plus large. Et à mon avis, la force, en tout cas, de notre projet, c'est comme ça qu'on a voulu l'articuler, c'était
d'ouvrir au maximum ces disciplines et de faire se rencontrer les artistes. Et c'est ça qui était pour nous vraiment important dans l'exposition. Alors votre exposition en tout cas fait bien entendu écho à l'actualité, puisque depuis un peu plus de 4 ans et dans ce qu'on a appelé les printemps arabes, les artistes et notamment les rappeurs, et d'ailleurs bien avant, ont joué un rôle essentiel. Prenons la Tunisie par exemple, sous Ben Ali, les principaux contestataires étaient justement précisément des rappeurs qui chantaient contre l'arbitraire, contre l'autoritarisme, contre la pauvreté et les injustices. Ludo, justement, si on prend le hip-hop à la racine, il se veut un genre subversif, en tout cas irrévérencieux. Ça ne veut pas forcément dire agressif ou vulgaire, mais en tous les cas, ça veut dire sans concession avec les pouvoirs en place. Pour la jeunesse, c'est un vecteur d'expression aussi, on l'a dit, social, politique. On a le sentiment qu'en France, ça fait partie du passé. Est-ce que vous n'avez pas une certaine nostalgie? Je ne connais pas tous les groupes de rap aujourd'hui et toute la scène française, mais on a le sentiment que l'heure est plus au bling-bling en tous les cas, au superficiel, les filles, le sexe, l'alcool. C'est caricatural, mais c'est un peu ça. Pour une bonne partie, oui. Après, il existe toujours des petits groupes qu'on ne connaît pas et qui sont vraiment tip-top et à découvrir. Maintenant, il est vrai qu'on a tendance à parler de l'âge d'or. Bon, l'âge d'or, il est au regard de chacun. Moi, je l'ai vécu le mien. Des enfants qui vont naître, qui sont nés là il y a 10 ans, ils vont vivre leur âge d'or dans le hip-hop, et dans le une futur. Époque vécue, Donc en fait, c'est complètement difficile de parler si c'était mieux avant ou pas. Pour moi, ça l'était. Mais c'est personnel. Mais vous voulez dire que, par exemple, le bling-bling, c'est aussi un message, c'est de dire, vous nous cantonniez dans nos quartiers, l'argent, on l'a aussi, on peut rouler en BMW, pour ne pas faire de mal, ou d'autres marques, pardon. Le bling-bling, on l'avait aussi à l'époque. On cassait les sigles Mercedes pour s'en faire des chaînes, etc. Donc on l'avait. Il y a un message déjà. Aussi, vous l'aviez aussi. Il était moins exposé peut-être. Oui. Nacio, c'est ce qui vous plaît aussi dans le hip-hop, c'est cette constante évolution en fonction des générations. Je crois que c'est ce que vous expliquez souvent. Vous rejoignez Ludo dans ce sens? Je rigolais juste parce que ça me rappelait un souvenir avec les BMW. C'est vrai que ça nous est arrivé jeunes de prendre les sigles à l'avant des voitures pour se les mettre autour du cou, quoi. Mais c'était plus parce que ça voulait dire Zulu. Je me souviens, il y avait une histoire que c'était marqué Zulu dans le logo, quoi. Enfin bon, bref, sans citer la marque. Mais... Enfin bref. Et le truc, c'est que le rap, par rapport aux générations nouvelles, souvent les héros les plus médiatisés sont aussi des gens qui ont fait leurs preuves avant et qui ont développé un style qui étaient des gens qui se démarquaient, qui se sont démarqués et qui se sont imposés de par leur capacité à exprimer des choses dans lesquelles les jeunes pouvaient s'identifier. Mais surtout, au-delà de ça, il y avait un style. C'est toujours une histoire de mieux faire, de toujours pousser sa capacité à exprimer les choses avec ces codes qui sont dans le hip-hop. Donc, c'est pas juste des rimes, quoi. Il y a aussi une façon de dire les choses. Et puis, il y a aussi la musique qui évolue avec le temps. Donc, je pense à des personnes qui maintenant sont dans le bling-bling. Avant, c'était nos héros dans le rap, quoi. Et puis, ils ont évolué. Mais c'est aussi des reflets déformants ou exacts des sociétés dans lesquelles on vit, dans le sens où c'est de plus en plus dur, d'après moi, de vivre dans ces grandes mégapoles. Et le hip-hop, c'est aussi une façon de dire, voilà, j'existe, malgré cette oppression, ce truc de l'anonymat, etc. Donc, ça reste quand même positif, mais quand on parle du bling-bling, c'est aussi une façon de dire à la société, aux gens qui nous dirigent, regardez, c'est comme ça que ça se passe, mais vous êtes aussi un peu responsable de ça, quoi. Yazan, au Liban, les rappeurs, par exemple... Ils sont plutôt dans quel groupe? Contestataires ou on sait qu'en général, je le disais, en Méditerranée, Tunisie, Algérie, Maroc, Palestine, les propos sont très très durs, la plume est très aiguisée. C'est vrai, mais je pense qu'à Beyrouth, surtout, peut-être le rap, il ne fait pas le côté un peu gangster rap que tu trouves peut-être plus en France ou dans d'autres pays. Il est un peu plus doux, si tu veux. Mais parce que c'est à cause du contexte. Le contexte à Beyrouth n'est pas vraiment oppressif d'une dictature ou d'un certain système. C'est peut-être une nuance, pas d'oppression, mais d'une situation qui n'est pas très stable. Donc c'est pas très clair. Tu sais pas vraiment c'est quoi le truc auquel tu opposes. Tu sens qu'il y a un truc qui est pas tout le temps bien, mais tu peux pas l'identifier très facilement. Et donc je pense que c'est pour ça c'est un peu moins agressif. Maintenant, dans moi, ce que je fais aussi, à cause on est dans un contexte dans la région un peu violent parfois, on essaye de prôner la non-violence ou bien d'exprimer un certain message de façon culturelle, esthétique, et pour mettre un peu plus de positivité dans la vie des gens. Oui, il y a déjà la guerre en Syrie qui ravage. Vous dites qu'en tant qu'artiste, il ne faut pas ajouter de la violence, même si elle est
au niveau des mots et au niveau du geste. Exactement, surtout dans un contexte dans lequel la violence, il y a une violence dans la région qui est armée. On va pas je ne pense pas qu'un graffiti artiste ou un rappeur qui va dire des choses violentes est très honnête, parce qu'en fin de compte, s'il veut faire le vrai gangster, il peut le faire avec des armes. Alors que je pense que quand tu choisis le côté de l'art, que ce soit le street art ou le rap, tu es en train de prôner un truc non violent. Et donc, il faut pas faire semblant qu'on est violent dans ses mots, alors que si tu voulais vraiment être violent, tu le fais avec des armes. Et vous n'êtes pas violent, mais vous êtes pourtant sans concession. Vous avez déjà écrit, noir sur blanc si l'on peut dire, nos grands-pères ont inventé le zéro, le fameux sifel, le chiffre zéro inventé par les Arabes. Nous, les nouvelles générations, nous sommes des zéros. Ça, c'est un propos qui peut paraître très très dur. C'est dur, oui, mais ce n'est pas, si tu veux, agressif. Non. Et donc, c'est une critique, tu vois. Pour éveiller les consciences. Pour éveiller les consciences, pour parler un peu d'une déchéance culturelle arabe. Et c'est surtout en raison d'une certaine critique, parce que moi, quand je l'ai fait, c'est à côté d'un portrait de Fayrouz. Pour dire un truc très simplement, que dans le passé, on était un hub culturel dans le monde, mais on ne l'est plus à cause de telle chose, qui sont trop intéressés peut-être à la politique, à ce jeu de pouvoir qui est un peu trop présent dans la région, alors qu'il ne devrait pas exister. Et donc voilà. Aurélie Clemente-Ruiz, peut-être que votre exposition, c'est aussi l'occasion, au fond, de créer des liens, un trait d'union entre les deux rives de la Méditerranée. Il y a ces artistes que l'on connaît, nous, ici, dans Maghreb Orient Express, au fil des années maintenant, depuis ce qu'on appelait les printemps arabes, mais beaucoup de jeunes issus de la scène hip-hop française ne connaissent pas forcément El Cid, que l'on a cité tout à l'heure, même s'il commence à avoir une renommée internationale, ou en tous les cas, des jeunes talents comme Yazan. L'idée, c'est aussi ça? Oui, bien sûr que c'est aussi ça. C'est de faire découvrir toute cette créativité dans le monde arabe, ici à Paris, de montrer que dans les différentes disciplines, que ce soit le rap, que ce soit effectivement le street art, que ce soit la danse, il y a des talents dans le monde arabe qui sont tout aussi bons et même parfois meilleurs que ce qu'on peut voir ici en France. Et c'est vraiment leur donner un moyen d'expression, mettre un coup de projecteur aussi sur cette créativité-là. Et c'est aussi pour ça qu'on est content de pouvoir faire venir un certain nombre d'artistes pour cette exposition, de ne pas rester entre quatre murs à Paris, mais de pouvoir ouvrir à ces artistes-là. Je crois que c'est important, et de commencer un dialogue. Nacio, peut-être Ludo, tous les deux, vous êtes intarissables sur cette question-là. Vous allez pouvoir me répondre. Cette émission est, entre guillemets, et en toute humilité, connue parce qu'on fait une grande place aux femmes artistes, aux femmes à responsabilité. On a aujourd'hui une commissaire. Je ne vois pas ici de graffeuses. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est un milieu qui reste aussi macho, Nacio? Je ne suis pas au courant de la dernière scène actuelle. Je pense que oui, il y en a plus qu'avant. Nous, à l'époque, c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait une danseuse, il y avait 2 graffeuses connues dans Paris. Enfin, je parle pour Paris. Hein. Voilà, mais je pense que ça s'est développé et oui, comme vous dites, c'est quand même un milieu assez macho. Comme je disais tout à l'heure, il y a ce côté, nous on était en échec scolaire, je veux pas sortir les violons, mais c'est un peu ça, voilà, on était en échec scolaire, on s'est trouvé notre truc dans la rue, entre potes, décrochage. Et donc on a décroché un peu tôt, mais en même temps on a découvert cet outil-là qui est l'expression artistique et moi, c'est grâce au graffiti que je connais un peu plus la peinture classique. Précisons aussi que ça a été un milieu aussi assez violent, confronté à la violence. On n'en a pas parlé ici, mais Ludo, il y avait tout le mouvement aussi des bandes et surtout des chasseurs de skins. D'un côté les skinheads et de l'autre, il y avait les redskins. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est peut-être pas propice forcément. Années 80, la guerre des gangs, c'était sympathique. Donc effectivement, très peu de demoiselles. Moi, je travaille depuis 6 ans avec une graffeuse qui s'appelle Tia Wan et qui commence à se faire connaître au fur et à mesure. Et quand elle faisait du terrain, parce qu'elle faisait du terrain, c'était pas juste pour peindre sur toile, maintenant elle fait des toiles, mais elle faisait du terrain, pas évident. C'est pas évident. Pas évident. Et dites-moi, au fait, vous avez parcouru le monde, Ludo, Japon, Allemagne, États-Unis. Non. Pour rechercher les postes. Oui, non, merci à un site spécialisé qui fait le travail. Qui a fait le travail. Mais est-ce qu'il fonctionne encore, cela dit La plupart fonctionnent encore très très bien. Certains artistes s'en servent.
Voilà. Alors, 2 concerts exceptionnels, Aurélie Clémenterus, les 19 et 20 juin, en partenariat avec le festival Paris Hip Hop. Il y aura aussi des tables rondes, conférences, dédicaces et ateliers. Autre information concernant le hip hop, sachez que le festival Révolution Air, le festival des cultures urbaines arabes, se tiendra du 2 au 16 mai prochain à Lyon et à Grenoble. On tenait à faire un petit clin d'œil à cet événement, d'ailleurs avec un petit aperçu peut-être. اسلوبي استوى همه والضغط والفقر الشعبي عايز دوا كله في الهوا سوا بس الهوا مش هوانا لو حليم كان عايش مش هيكون في روتانا فتح عينك اوعى تغمضها ولا انت فالح تتفرج على فيلم عرض اول مره انا مش ديكتاتور تجيب دكتور في قسم البيت تخصص فولكلور شيكي ديكور بتاع المسرحيه الكوميديه زكيه زكريا والعصابه المفتريه سيا سيا اغنيه عصريه زي منير مصريه 100 وقتي بضحي شعبي بصحي ميكروفون صاحبي بيقدر صراحتي C'est à nous. Yazan, je sais que vous êtes très jeune, allez, 21 ans et quelques mois, c'est ça? C'est ce que vous me disiez. Plus sincèrement, est-ce qu'on peut en faire son métier? Ça reste quand même très très difficile. On a par exemple Banksy aujourd'hui qui est connu dans le monde entier avec son fameux petit chat à Gaza qui a fait le tour du monde. C'est compliqué de vivre de cet art. Vous, comment vous envisagez la suite? Je pense que c'est pas tellement compliqué de vivre de cet art, mais c'est au fait un choix. Parce que moi, personnellement, je n'essaye pas de vivre de cet art. Ouais. J'essaie de faire un truc très différent pour ma carrière, pour ne pas être dépendant financièrement de mon street art. Comme ça, il sera indépendant, si tu veux. Économiquement, ce sera le truc que je fais quand je veux et non pas quand on me demande. Merci beaucoup à tous les 4 d'être venus sur le plateau de Maghreb Orient Express sur TV5 Monde. Merci à vous d'être fidèles à MOE. Je vous dis à dimanche prochain sur TV5 Monde.